Les vraies voix avec Ergun Toparslan, ingénieur vice-président de Territoire de Progrès, porte-parole d'ailleurs de ce parti qui est affilié au parti Renaissance. Aymeric Guisset est avec nous, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire, et Philippe Bouriaki, conseiller régional en Ile-de-France pour l'écologie au centre. Tout de suite, le premier débat des vraies voix. Le premier débat des vraies voix, on vous emmène... Les vraies voix Sud Radio. On vous emmène malheureusement, et à notre grand regret, du côté de Vénissieux, où un jeune est mort, un autre est grièvement blessé. On parle des refus d'obtempérer, comme celui qui vient de se produire. Est-ce que les policiers vont être amenés dans les années qui viennent à ouvrir de plus en plus le feu? Question que nous vous posons sur le Twitter de Sud Radio. Vous continuez à commenter, à voter, à donner votre avis. Vous nous appelez également 0826 300 300. Vous êtes peut-être policier. Vous pouvez aussi témoigner, d'ailleurs, puisque même sous l'anonymat sur Sud Radio, votre parole et votre témoignage sont les bienvenus. On en parle avec notre invité Jean-Pierre Bouchard. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes psychologue, vous êtes par ailleurs criminologue. Alors je le disais, on parle d'un refus d'obtempérer, un énième refus, si j'ose dire, d'obtempérer, qui s'est très mal terminé. Deux jeunes qui forcent un contrôle routier, qui refusent de s'arrêter. Les policiers ouvrent le feu. L'un est mort, je le disais, l'autre est blessé. Mais parlons aussi de ces refus d'obtempérer en général, qui sont en augmentation constante. 14 240 refus d'obtempérer comptabilisés en 2021 par la police nationale. 157 qui ont abouti à des usages d'armes à feu sur des véhicules en mouvement. Situation dangereuse. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de refus d'obtempérer? C'est la peur du gendarme et du policier qui a disparu, Jean-Pierre Bouchard? Oui, c'est un peu ça. C'est généralement des gens qui sont assez disposés et préparés à ne pas respecter la loi, qui souvent sont en état d'effraction et qui, pour ne pas être contrôlés, en état d'infraction, n'obtempèrent pas, alors que toute personne normalement éduquée et respectueuse des lois sait que quand on est arrêté par les forces de l'ordre, on s'arrête, et si on n'a rien à se reprocher, évidemment, il se passe rien de conséquent. Donc c'est vraiment directement lié aussi avec certaines formes de délinquance. C'est pas un délit en soi isolé. C'est souvent associé à des personnalités qui sont délinquantes, réitérantes, récidivistes, et c'est un phénomène qui se massifie et qui est un signal grave donné aux autorités publiques de ces montées donc de délinquance et quelquefois de criminalité. Donc quand je dis, moi, journaliste de Sud Radio, que les refus d'obtempérer augmentent, vous dites qu'ils sont le fait d'une délinquance. Ça signifie que c'est la délinquance en fait qui augmente, Jean-Pierre Bouchard, pour vous? Oui, c'est en partie vrai, parce que les analyses qui sont faites segmentent souvent la délinquance par les délits ou les crimes commis. Le refus d'obtempérer, les vols, les braquages, des choses comme ça, les vols aggravés par exemple, les agressions sur personne, mais souvent un délinquant est l'auteur de différentes infractions de ce type. Donc ces refus d'obtempérer sont effectivement le reflet d'une mentalité, d'une certaine délinquance et de certains délinquants, voire de certains criminels, à ne pas respecter donc les forces de l'ordre et de passer en force, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, pour ne pas être soumis au contrôle donc des gens qui sont investis de pouvoir contrôler, investis de la force publique et même investis, puisqu'on va y venir tout à l'heure, de la violence légale en quelque sorte, puisque ça peut aller jusque-là. Alors, on va y venir justement. Que peuvent faire les policiers? Est-ce qu'ils doivent toujours ouvrir les feux et est-ce qu'ils vont le faire autant que dans d'autres pays où ils le font beaucoup plus, comme les États-Unis? Parlons d'abord avec le psychologue que vous êtes, avant de donner la parole à nos vraies voix Sud Radio, sur ce qui se passe dans la tête de ces deux jeunes. Ils sont à bord, manifestement près d'un supermarché, d'un véhicule qui est signalé volé, d'après son immatriculation aux policiers. Ils savent que le véhicule est volé. À un moment, quand des policiers s'approchent de vous et qu'ils vous disent de vous arrêter, qu'ils veulent vous contrôler, vous avez peur à un moment que ça se termine mal, normalement, quand vous êtes à bord de ce véhicule. Pourtant, eux, ils foncent, quoi qu'il puisse leur arriver. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas peur dans ces conditions-là, alors que le commun des mortels aurait peur? Ben oui, justement, le commun des mortels, lui, il a intégré des choses depuis son enfance, son adolescence notamment, sa vie de jeune adulte, etc.,
qui sont les normes et les valeurs qui nous unissent tous, qui fait qu'on se respecte grosso modo, même si on n'est pas obligé de s'apprécier, et qu'on respecte notamment les lois qui donc unissent le tissu social en général. Sinon, aucune société serait vivable. Or, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la même dynamique, qui choisissent de ne pas respecter les lois, qui n'hésitent pas à voler d'autres personnes, à agresser d'autres personnes, et donc à ne pas obtempérer quelquefois, et souvent dans des contextes donc où ils savent qu'ils sont en infraction pour d'autres raisons, par exemple vol de voiture. Je ne colle pas cette affaire, hein. J'étais évidemment pas dans la voiture, je les ai pas expertisés, je les connais pas, mais enfin ce sont des cas qui sont assez connus et supposables, et donc si vous voulez, ces gens sont en quelque sorte volontairement hors la loi, hors du respect de la loi. Et n'ont plus grand-chose à perdre de leur point de vue. Ils n'ont plus grand-chose à perdre, surtout qu'ils ont expertisé, ils ont fait l'expérience donc du non-respect des lois depuis quelquefois assez longtemps, même quand ils sont jeunes. Et donc, ce sont des gens qui tentent le tout pour le tout, parce que quelquefois ça peut passer. Et puis dans leur passé, c'est quelquefois passé. Ils ont réussi à s'échapper. Et donc, ils tentent le tout pour le tout, au risque d'écraser des personnes, de tuer des personnes, de blesser gravement des personnes en commettant ça, dans le souci d'échapper donc au contrôle et à la répression s'ils sont déjà eux-mêmes en infraction parce qu'ils transportent des choses prohibées, par exemple des armes, de la drogue ou d'autres choses. Donc tout ça est assez connu. Je dis pas que c'est systématique dans les revues d'obtempérer, mais c'est fréquent. C'est un cas malheureusement trop fréquent. Ils pensaient que ça passerait, ce n'est pas passé ce coup-ci. Je disais qu'ils n'avaient rien à perdre s'ils avaient la vie à perdre, et l'un des deux l'a perdu d'ailleurs, ce qui est d'ores et déjà, quoi qu'il ait pu faire, dramatique. Aymeric Guisset. Oui, tout à fait. Moi, je partage totalement l'analyse qui vient d'être faite. Et si on veut regarder même à l'échelle un peu plus large, pour faire partir du global au spécifique, quand vous regardez même à l'échelle des sociétés occidentales, vous avez un rapport de la CIA, Le Monde en 2040, qui explique que finalement, à l'échelle des sociétés occidentales, vous avez un phénomène de polarité, de radicalisation qui vient structurer la société. Donc finalement, un délinquant aujourd'hui est plus à même d'être plus radical dans ses méfaits qu'un délinquant il y a quelques années. En gros, il sera plus violent, ou alors exactement, il tentera beaucoup plus de choses. Exactement, et il va être plus tenté de prendre la fuite et peut-être d'utiliser un couteau, des choses comme ça. Ce phénomène-là, il est encore plus accentué en France avec un héritage culturel où finalement on a remis en cause les différentes formes d'autorité, notamment à partir de mai 68 avec des slogans comme interdit, interdire, où finalement il y a une révolte vis-à-vis des différentes formes d'autorité. Et dans le cas ultra spécifique de la délinquance, vous avez un phénomène qui vient en plus entériner cette lourde tendance, qui est la question de la réponse pénale, où finalement le délinquant, quand il prend la fuite, il fait une analyse rationnelle bénéfice-risque. Finalement, tant que généralement les policiers ne tirent pas ou ne prennent pas la poursuite, il se dit que c'est rentable de prendre la fuite, parce que s'il parvient à prendre la fuite, il n'aura rien, alors que s'il s'arrête, dans tous les cas, il aura quelque chose. Donc c'est ce renversement du rapport de force qu'il faut réussir à mener, et vraisemblablement, ça va passer par l'usage des armes plus fréquemment et des drames au début pour reprendre l'ascendant psychologique et avoir un changement psychologique fort auprès des délinquants. Philippe Bouriaki, refus d'autorité. Il y a le refus d'autorité a toujours existé. Dans les années 70, dans les années 60, les bandes. Aymeric Guisset disait que ça date de 68. Alors, il disait que ça datait de... c'est une tendance. Non, ça a toujours existé. Les bandes, les gangs, des Siciliens, des Corses, des mafieux, etc. n'ont jamais obtempéré. Et ils n'hésitaient pas à aucun moment, ils n'hésitaient pas, à utiliser des armes à feu directement vers les forces de l'ordre. Ils évitaient au maximum parce qu'il y avait une mentale, et on savait que si il y avait un flic qui était tué, c'est l'État qui frappait d'un seul coup. Mais à ce moment-là, les policiers étaient soutenus par l'État, étaient couverts, et donc pouvaient faire l'usage de leurs armes sans aucun problème. Il se passe un problème énorme qu'on oublie. Premièrement, moi je voudrais avoir une pensée pour les familles du jeune homme qui est décédé et de celui qui est entre la vie et la mort, mais aussi avoir une pensée réelle pour tous nos forces de l'ordre, ce que j'appelle régulièrement nos anges gardiens, parce que je rappellerai quand même que dans cette histoire, un de nos anges gardiens s'est retrouvé sur le capot d'une voiture. Donc, quand je vois certains débats nauséabonds commencer à taper sur nos flics parce qu'ils ont fait l'usage de leurs armes, moi, je suis originaire d'un pays où je peux vous assurer qu'un seul flic neutralise 200 personnes et personne ne moufte.
Je vous le dis, en Algérie, allez discuter à un gendarme ou à un policier, vous allez voir comment ça va se passer. Vous ne discutez pas. Donc, il y a une différence. C'est pas non plus l'état de droit le plus élaboré qui soit. Certes, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de morts chez les policiers et les gendarmes algériens qu'en France. Donc, moi, quand je me mets à la place des policiers aujourd'hui, si vous me demandez d'intervenir sur une situation comme ça, je ne vais pas intervenir parce que je risque ma peau. Et si je sors mon arme, je vais avoir une grosse paperasse à remplir. Et s'il y a un coup de feu qui part parce que je suis en légitime défense, alors là, je me retrouve en garde à vue. Et ce matin, moi, je ne vais pas critiquer vos collègues de France Inter, mais l'édito a commencé, 2 flics en garde à vue. La garde à vue dans le conscient et dans l'inconscient des gens, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose d'illicite, et donc on a 2 flics qui sont en situation d'illicite. Ils sont interrogés par l'inspection générale de la police nationale, mais dans le cadre de la garde à vue. Dans le cadre de la garde à vue, sauf que c'est une procédure. Tout à fait, c'est une procédure, mais il faudrait peut-être trouver un terme plus adapté à cette situation, parce qu'on a des gens qui ont agi en légitime défense, on a des herses qui ont été dressées. Les herses, je rappelle pour nos auditeurs, permettent de pouvoir dégonfler les pneus, enfin de les crever, pour que le véhicule s'arrête. Il y a un refus d'obtempérer, il y a un délit de fuite, il y a un véhicule volé avec des gens qui sont connus de façon négative des services de justice. En gros, le scénario était prêt pour qu'il y ait d'autres drames comme celui dont on parlait par exemple il y a un quart d'heure avec cette petite fille qui a été fauchée. Il y a des pays où c'est autorisé, c'est même conseillé. On fait souvent le parallèle aux États-Unis, mais aux États-Unis ça dégaine plus rapidement parce que le policier est souvent tout seul. Donc le seul souvent face à des gens qui sont plus armés. D'ailleurs, on va en parler avec Jean-Pierre Bouchard. Tout à fait. Dans un instant. Et donc oui, le bénéfice-risque, tu l'as dit tout à l'heure, Aymeric, il est que on fait un calcul et un ratio rapide et on s'aperçoit que beaucoup se vantent sur les réseaux sociaux d'avoir réussi à faire des délits de fuite, etc. Souvent, la police lève le pied pour éviter qu'il y ait d'autres dommages collatéraux. Et donc là, on a un vrai problème de société. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir une police efficace qui protège tout le monde et qui puisse travailler en totale sécurité? Beaucoup d'aspects soulevés dans votre intervention, Philippe Bouriaki. Dans un instant, on va donner la parole à Didier qui nous appelle des Bouches-du-Rhône au 0826 300 300. Jean-Pierre Bouchard, beaucoup d'aspects abordés. Le refus de l'autorité, d'une part. Est-ce que vous aussi vous constatez un déclin de l'autorité depuis plusieurs décennies sur un mouvement de fond? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que les policiers sont entravés en France dans leur capacité de réaction alors même qu'ils sont en danger? Alors sur le refus d'autorité, oui, c'est évident que il y a une massification de la population délinquante, voire quelquefois criminelle. Parce qu'il faut rappeler quand même des fondamentaux. On est tous le résultat de son éducation et du fait qu'on ait bien voulu intégrer encore une fois les lois, les usages, les coutumes qui font qu'on se respecte les uns les autres. Qu'on se respecte physiquement, qu'on se respecte moralement, qu'on se respecte à tous les niveaux, encore une fois. Or, il y a des gens qui choisissent, je dis bien qu'ils choisissent, ce ne sont pas des malades, ce ne sont pas des irresponsables, au contraire, ils sont très responsables, ils n'ont pas du tout d'altération ou d'abolition du discernement, ce sont des gens qui agissent en connaissance de cause et qui choisissent donc de jouer de façon extrêmement égocentrique dans leur intérêt personnel, dans la facilité, sans faire d'efforts, pour arriver directement à un gain. Alors ce gain est différent selon les individus, mais grosso modo, c'est l'accès à l'argent facile par des trafics divers et variés. Et donc, c'est vrai que cette disposition-là, ces personnalités qu'on appelle disociales pour bien montrer ou antisociales pour bien montrer leur fonctionnement justement antisocial dans leur mentalité, font que ils respectent pas ces fameuses règles qui nous unissent et ils respectent pas les gens qui incarnent ça. Ça pose de nombreux problèmes, ça pose des problèmes de la position des pouvoirs publics, ça pose les problèmes du pouvoir ambiant. Vous savez que pendant des décennies, en France, on a pratiqué, certains ont pratiqué la politique de l'autruche, c'est-à-dire il ne fallait pas soulever ces questions, même si elles s'aggravaient, même si elles se massifiaient. Il y avait toujours le reproche de stigmatisation, d'excuses sociales, etc. Et finalement, tout ça a conduit à un développement de plus en plus grand de ces phénomènes-là. Il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a des victimes. Des victimes dans leur chair, des victimes dans leur fonctionnement social, des victimes sociales, mais aussi des victimes économiques, parce que tout ça, ça coûte extrêmement cher. Il ne faut pas oublier que, à tous les coups, derrière tout ça, c'est le contribuable qui va payer. C'est pas du tout les gens qui ont commis ces infractions, quelquefois dévastatrices. Et donc, c'est un vrai problème moral, sociétal,
et politique, parce que les pouvoirs publics ont un rôle fort à jouer par rapport à ça. Ergun Toparslan, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès, qui fait partie de la majorité. Réponse politique à ce tableau assez sombre quand même. Il y a deux phénomènes, je pense, dans la question qui est posée. C'est tout d'abord ce phénomène de refus d'obtempérer qui augmente ces dernières années, mais qui a une spécificité, c'est qu'il est réparti géographiquement de façon équitable entre les zones de gendarmes et les zones de police. Et en réalité, sur les 26 000, il y a moins de 5 000 cas où la police utilise la force, parce que c'est l'intitulé. Et par rapport à l'utilisation de l'arme, c'est-à-dire nos forces de l'ordre, avant de l'utiliser vraiment, c'est qu'ils doivent vraiment être en situation où ils sont disposés à l'utiliser. Là, quand on a une voiture qui roule sur un de leurs collègues... et qui se retrouve sur le capot de l'une. Voilà. Ce qui est bien dans notre démocratie, c'est l'équilibre, c'est qu'a priori... Sauf que vous appelez ça équilibre. Par exemple, Philippe Bouriaki, tout à l'heure, disait que par moment, on ne laissait pas les policiers assez réagir. En France, assez se servir de leur arme. En réalité, c'est-à-dire que là, vraiment, si le policier utilise son arme, c'est qu'il s'est senti réellement en danger, parce que tout d'abord, ils sont formés pour, et que l'arsenal législatif les protège un minimum, mais l'utilisation de leur arme, il doit être évidemment justifié. Et d'ailleurs, quand on voit, c'est pour ça que quand France Inter parle de garde à vue, c'est un peu réducteur sur le coup, parce que c'est la procédure, c'est-à-dire que l'IGPN est sollicité et doit démontrer que l'utilisation de l'arme dans cette situation a été justifiée. Et tant mieux pour pouvoir légitimer l'action de nos forces de l'ordre. Il est logique de contrôler aussi l'action des forces de l'ordre et de tout. C'est ça, c'est la séparation des pouvoirs, et tant mieux là-dessus. Je pense 0826 300 300. Didier nous appelle des Bouches-du-Rhône. Il y a un certain nombre de zones d'ailleurs où ce genre de scène aurait pu se produire, même si le drame dont on parle aujourd'hui s'est passé à côté de Lyon, à Vénissieux. Bonjour Didier. Oui, bonjour à tous les bonjour, bienvenue à vous. Oui, bienvenue, merci. Alors donc moi j'aurais plusieurs choses à dire. Je vous ai tous écoutés vraiment attentivement. Vous avez fait de bonnes analyses sociologiques, économiques, éducatives, etc. Mais je pense qu'il y a un thème qu'on devrait aborder et qu'on devrait surtout lier à tous ces problèmes. Alors déjà, il est clair que de mon point de vue, un individu multirécidiviste qui fonce sur des policiers avec une voiture volée, je pense que l'utilisation d'une arme est légitime. Ceci dit, je pense qu'il est important de relier ce qui se passe en ce moment avec les forces de l'ordre et la justice. On ne parle pas assez de la justice. Moi, je demande, est-ce que la justice aujourd'hui est assez ferme ou est-ce qu'elle est trop laxiste lorsqu'on a des individus, mineurs comme majeurs, qui se font arrêter une fois, deux fois, trois fois, et que le lendemain, les policiers revoient l'individu dans la rue. Quoi de plus normal que cet individu qui non seulement est en manque d'éducation, crache sur la France tous les jours, crache sur les forces de l'ordre, les nargue. Moi, je pense que la justice est la source de ce problème. Pour vous, le problème de la police, c'est la justice, pour paraphraser le patron d'un syndicat de policiers. Si la justice était plus ferme, moi, je pense que les forces de l'ordre auraient moins de, de problèmes et sortiraient moins leurs armes. Je vous propose qu'on laisse répondre notre invité à votre intervention, mon cher Didier. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Jean-Pierre Bouchard, le problème, c'est la justice ? Alors c'est un tout, moi je ne vais pas faire un focus spécial sur la justice pour mettre en cause la justice. Ce qu'on sait, ça a été dit tout à l'heure, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est l'interpellation quand il y a des délinquants en action ou qui ont commis des délits ou des crimes, des criminels, donc avec une réponse pénale juste mais forte la plupart du temps et le plus immédiate possible et réellement exécutée. Donc si vous associez tout ça, ça donne une réponse sociale et judiciaire qui va avoir de l'effet. Or, en France, on a rarement été dans ce genre d'application. On sait tous que les délais sont longs, que les peines sont aménagées, etc. Donc c'est là où ces questions-là rejoignent très vite les politiques, parce que ça dépend de la politique pénale, ça dépend des moyens mis à disposition de cette politique pénale. Donc tout ça est un tout et devient un problème social, collectif, où vraiment les gens au pouvoir ont un rôle extrêmement important à jouer. Et il y a des choix qui peuvent être très différents dans ce qui est proposé. D'ailleurs, on l'a vu en France. Effectivement, on l'a vu notamment dans les programmes des différents candidats à la présidentielle et des candidats. Émeric Guisset, en quelques mots. Oui, au-delà de la question de savoir si la justice est assez dure ou pas, vous avez la question du cadre juridique. Actuellement, les policiers et les gendarmes sont plutôt dissuadés d'utiliser leur arme. C'est-à-dire que là, dans le cas présent, ils l'utilisent, mais une fois qu'il est sur la voiture, traîné sur plusieurs mètres, une réflexion qu'on pourrait avoir, une proposition qui
et celle des forces de l'ordre, c'est finalement d'inverser la charge de la preuve et d'avoir une présomption de légitime défense dans le cas où les gendarmes et les policiers utilisent leur arme. Ils l'utilisent, on présume qu'ils avaient raison de le faire et ensuite c'est à l'avocat. Ce qui change totalement le rapport et les démarches. Ergun Toparslan, vous semblez sceptique en un mot ? Oui, sur la présomption de légitime défense, on est plus sur la présomption d'innocence, peu importe les personnes qui peuvent être engagées dans ce processus. Quoi qu'il en soit, on vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Les policiers seront-ils amenés à ouvrir malheureusement de plus en plus le feu ? Vous répondez oui, vous êtes plutôt pessimiste à 93% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Merci à notre invité d'être intervenu sur Sud Radio, Jean-Pierre Bouchard. Je vous en prie, au revoir. Psychologue, criminologue, bonne soirée à vous et puis rappelez-nous quand vous voulez sur Sud Radio. D'ailleurs, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Les vraies voix continuent jusqu'à 19h. Nous parlerons de celui qui a été évidemment un des premiers à réagir à ce drame d'ailleurs qui s'est passé du côté de Vénissieux. C'est le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, Gérald Darmanin, avec cette question qu'on posera dans notre deuxième débat. Est-ce qu'il vise 2027 ? Est-ce que vous le verriez à l'Elysée ? Votez sur Twitter, appelez-nous 0826 300 300. En attendant, on va se retrouver dans un instant pour tester le suivi de l'actualité par nos invités. À tout de suite.